Très bien, oui, bah, écoutez, voilà, je vais essayer d'abord d'être assez bref dans cette introduction. C'est juste pour le temps de trouver la projection, le PowerPoint. Il est exact que quand on m'a proposé ce sujet de résilience, ça m'a posé un petit problème technique. C'est que le mot résilience n'existe pas d'un point de vue historique. Donc j'avais deux solutions, soit je n'en parlais pas et je parlais d'autre chose, l'histoire des villes, pas tout à fait le sujet. Mais finalement, l'exposé de M. Maire, qui va revenir, j'espère, me facilite la vie, puisqu'en quelque sorte, il a fait la différence entre les chocs et les crises chroniques. Alors moi, je vais vous parler des chocs avec ce sous-titre qui est sur la mémoire du risque et la mémoire urbaine du risque. Alors, pourquoi je ne parle pas aussi de ces crises chroniques? Simplement qu'il y avait 20 minutes, je crois que ça sera plutôt un quart d'heure, et en gros évoquer 5000 ans d'histoire en un quart d'heure en étant plutôt parisien, bon, ça s'appelle une gageure, et je n'irai pas plus loin. Alors, voilà, je commencerai tout de suite par quelque chose de pas très réjouissant, mais pourquoi commencer par le tremblement de terre de Lisbonne? Ce tremblement de terre de Lisbonne, qui date de 1755, je vais y revenir à plusieurs reprises. D'une part parce qu'il y a eu un tremblement de terre et sans doute quelque chose qui ressemblait à un tsunami, mais surtout on a parlé de tremblement de terre philosophique. Face aux grandes catastrophes urbaines dont on parle aujourd'hui, pendant très longtemps, il y a eu une certaine fatalité et des explications d'ordre religieuse, la punition divine, etc. Ce qui est intéressant avec le XVIIIe siècle, le milieu du XVIIIe siècle, c'est qu'on bascule vers autre chose et qu'en particulier, cette notion de la fatalité, c'est comme ça et ça ne peut pas être autrement, c'est le meilleur des mondes possibles et vous y arrivez, Voltaire et Candide. Alors Voltaire est d'une mauvaise foi totale, il n'y a jamais eu personne qui a été brûlé à Lisbonne pour essayer de conjurer le sort, mais c'est vrai que Coimbra était le siège de l'Inquisition pour le Portugal. Donc, il faut déjà que je trouve la bonne page. Voilà ce que dit Voltaire à propos du tremblement de terre de Lisbonne. Après le tremblement de terre qui avait détruit les 3 quarts de Lisbonne, les sages du pays n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de donner au peuple un bel autodafé. Il était décidé par l'université de Coimbra que le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu en grande cérémonie est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler. Alors évidemment, je le dis, il a un peu de mauvaise foi, Voltaire, mais là, on commence très fort avec un sujet qui est une catastrophe qui a énormément frappé les contemporains et qui peut être entre l'avant et l'après. C'est un petit peu, comment dire, facile, mais en tout cas, il y a un moment, en tout cas dans notre Occident chrétien, où on se pose la question de la catastrophe et on ne prend pas ça comme une fatalité, mais comme le fait, désormais, non seulement d'y réfléchir et de prévoir tout cela. Alors, je ne vais pas vous faire une espèce de martyrologue qui n'en finirait pas avec toutes les catastrophes sur les villes. Un certain nombre ont été évoquées, mais certaines n'ont été pratiquement pas évoquées. Pendant très longtemps, l'une des catastrophes urbaines classiques, c'était l'incendie. Alors, ça remonte à Rome, je ne sais pas si c'est Néron ou les chrétiens qui ont mis le feu à Rome, là, les preuves manquent, mais en tout cas, la ville de Londres a complètement brûlé en 1666, 666, chiffre diabolique par excellence, et il y a eu bien d'autres incendies, les villes étaient en bois, il y avait le service des pompiers, etc., était finalement extrêmement peu présent, et une densité urbaine extrêmement forte, et des flammes, des bougies en général, qui faisaient que la ville brûlait très facilement. Alors là, je me
rattrape, je vais commencer par Voltaire et donc à bas l'infâme. Là, je mets un tableau nettement plus sulpicien pour rester parisien. C'est un épisode de la peste de Marseille, donc le tableau est postérieur évidemment, de 1720, et l'éloge de Monseigneur Belzins, qui, au risque de sa vie, a secouru. Alors il est intéressant aussi les pandémies, on connaît ça depuis très longtemps, les pestes, etc. La plus terrible a été celle de 1348, la peste noire. Mais on pourrait citer plus près de nous le choléra au XIXe siècle et la grippe espagnole, qui, après la Première Guerre mondiale, aurait fait pratiquement plus de morts que la Première Guerre mondiale elle-même. Donc ces pandémies sont des choses assez récurrentes, qui frappent énormément les populations. Et les ports, c'est pour ça que je parle de Marseille, on va dire que Paris est aussi un port, pas tout à fait le même quand même, mais les ports étaient évidemment des zones ouvertes sur les catastrophes. Alors, il y a quelque chose qui a été peu évoqué, et finalement dans l'histoire des villes c'est quand même essentiel, c'est quand même la guerre. Alors, monsieur le maire, je ne sais pas s'il est là, mais il a l'air de dire que les guerres s'éloignent un peu. J'en suis pas totalement persuadé, hein, si on pense à Sarajevo, il y a quelques années, ou si on regarde ce qui se passe dans des très vieilles villes comme Alep ou Mossoul, des villes totalement qui vont être ruinées, la guerre a beaucoup détruit, et avec sans doute des retours en arrière quasiment impossibles. Alors, je vous ai mis ici Ypres, avec cette halle au drapier qui était une merveille médiévale qui a complètement brûlé. Très peu de villes ont disparu avec les guerres. Alors, on peut citer bien sûr la ville de Troyes, bon, ça ne rajeunit pas. Plus récemment, je veux dire Carthage, les Romains ont voulu détruire à tout jamais Carthage, en effet, ils sont bien réussis. Il n'y a pas de villes qui ont disparu pour la Première Guerre mondiale, il y a des villages qui ont disparu. Et ces villages, il n'en reste rien. Ils ont été, parce qu'ils étaient sur la ligne de front. Avec l'industrialisation et la mécanisation des guerres, les villes sont devenues des objectifs. Pendant la Deuxième ou Seconde Guerre mondiale, les Anglais ont, on va dire d'abord que c'est les Allemands qui ont commencé sur Londres et Coventry, mais les Anglais ensuite en ont fait systématiquement des cibles. La ville est une cible, donc on peut citer Dresde, Hambourg, Berlin, et au moment de la libération, certaines villes ont été rasées. On pense à Caen, bien entendu, Le Havre, et peut-être la plus malheureuse, Saint-Lô, qui a été complètement réduite. Alors, ces villes qui ont été détruites par les guerres, j'arrêterai ici ce panorama des grands chocs. J'aurais pu continuer, et puis je vous aurais désespéré en se disant finalement l'histoire n'est que l'histoire d'un malheur. Bon, on va essayer de passer à un autre aspect, qui sont au fond des crises ou des chocs plus récents, qui peuvent être des chocs technologiques. Et il a été fait allusion tout à l'heure au blackout. Bon, je ne sais pas comment on dirait en bon français, un blackout. Alors, on prend en général l'exemple de New York. On pourra en prendre d'autres, mais il se trouve que New York est en général, peut-être parce que c'est un peu comme la Tour Eiffel, c'est assez photogénique. Et donc il y a eu voilà, 77 à droite et 65 à gauche. Alors ça donne de très jolies photos en noir et blanc. Hein. J'aurais pu vous en mettre des tonnes et des tonnes. Ce qui est plus intéressant que le blackout, ce sont les conséquences sociales du blackout. Et donc, je ne sais pas si vous arrivez au fond à lire, mais le titre du New York Times, c'est sur une panne d'électricité qui a plongé dans le noir New York, des milliers de personnes qui ont été bloquées dans les ascenseurs, les métros et autres, mais troisième ligne, les pillards et les vandales ont frappé quelques zones. C'est-à-dire que cette interruption de la lumière, c'est aussi un révélateur comment dire, de dysfonctionnement, d'inégalité, de pression sociale prête à éclater. Et ça a été le cas en 77 et semble-t-il pas en 65. À 12 ans d'intervalle, vous n'avez pas les mêmes réactions dans les villes. Alors, je ne suis pas un spécialiste des États-Unis, mais c'est quand même intéressant de voir comme ça ce décalage.
en tout cas le pillage lié à ce qui fait notre civilisation, c'est-à-dire la lumière perpétuelle, est quelque chose, une véritable angoisse urbaine. Et je pense que les Américains ont été assez traumatisés par les événements de 77. Pour être très juste, il y a d'autres villes qui ont connu des blackouts. Paris, mais c'était 2 jours, c'était en 79. Il y a eu quelques blackouts plus récents, mais le plus beau, c'est celui qui est arrivé en Inde en 2012 ou 2013, qui a plongé dans le noir 300 millions de personnes. C'était pas tellement la lumière qui posait un problème, c'était pas tellement les feux rouges, parce que les embouteillages, ça n'a pas changé. Non, c'était la signalisation électrique pour les trains. Sans signalisation électrique, il n'y avait plus de train, et dans un pays comme l'Inde, c'était une vraie catastrophe. Donc là aussi, on voit un petit peu, mais ça a déjà été évoqué, l'enchaînement de ces réseaux qui sont solidaires et par eux. Moi, je me rappelle qu'en 78, je n'avais pas pensé que les pompes à essence étaient électriques, ce qui fait que je suis rentré chez moi puisque je n'avais plus d'essence. Alors, si on réfléchit, donc, est-ce qu'il y a eu, en dehors, si on laisse de côté l'aspect c'est notre faute, notre très grande faute, etc., il n'empêche qu'il y a eu quand même des tentatives de prévention dans un certain nombre de civilisations. On a évoqué Rome à plusieurs reprises. Rome, c'est intéressant, non pas parce que c'est de l'Antiquité, mais parce que c'est la plus grande ville antique. On pense qu'elle a 1 million d'habitants, mais c'est surtout un État. C'est un État structuré qui domine des réseaux, par exemple le réseau de transport, les voies romaines, et on sait que les Romains sont des hydrauliciens tout à fait excellents. Et maintenant, l'archéologie qui autrefois essayait de trouver plutôt des souvenirs de temples ou de Domus Aurea ou je ne sais quoi, s'intéresse aussi un petit peu au quotidien. Et là, je ne suis pas évidemment antiquisant, ça je m'appuie sur les travaux d'autres, ce sont des travaux archéologiques qui ont été faits à Vaison-la-Romaine et qui montrent un petit peu que les Romains avaient sans doute une connaissance déjà assez fine des inondations extrêmement violentes de l'Ouvèze, que nous connaissons aussi, et qu'ils avaient prévu donc de surélever, de faire des digues extrêmement hautes. Il serait intéressant de savoir à quelle hauteur étaient ces digues de protection. Et là, vous avez une reconstitution. Alors, la digue est tombée, enfin, je veux dire, le parapet est tombé. Ça paraît bizarre d'être horizontal, normalement, il doit être vertical. Et donc, là, vous avez... Bon. Faut aussi penser dans une autre région. Les Égyptiens avaient une connaissance assez fine des crues du Nil et de leurs prévisions. Par chance, le climat sec des Égyptiens fait que nous avons des papyrus. Malheureusement, pour Rome, les documents, j'allais dire papier, mais c'est pas tout à fait du papier, les documents ont disparu et c'est là que l'archéologie est extrêmement importante. Et il y a encore pas mal de choses à faire et à trouver. Alors, je vais rester dans les inondations, parce qu'on a beaucoup parlé pour Paris. Il est intéressant de voir, c'est à peu près vers le milieu du XVIIIe siècle, comme notre Voltaire qui se moquait un petit peu, eh bien, les ingénieurs français commencent à s'intéresser à cette question des inondations. Et là, vous avez une carte qui date de 1740, enfin qui est un petit peu postérieure à 1740, qui est sur la crue de 1740 et qui reprend les chiffres de la crue de 1658, qui visiblement est une crue peut-être pas centennale, mais peut-être millénaire, avec des données au niveau du Pont Neuf, etc., qui valent ce qu'elles valent. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cet ingénieur qui s'appelait Philippe Buach, qui n'est pas très connu, a fait des relevés extrêmement précis. Et tout à l'heure, je regardais un petit peu entre la carte qui nous a été projetée et celle-ci. Il y a évidemment des similitudes. Il a commencé à comparer la crue de 1658 à celle de 1740. Et donc à montrer les terrains inondables, etc. On doit à cet ingénieur, c'est pratiquement lui qui met à jour la notion de bassin versant, la notion de ligne de partage des eaux, et il a aussi une intuition, il se dit, sur cette ligne de partage des eaux, c'est très important, ne serait-ce que pour la lutte contre l'incendie. Quelles sont les fontaines qu'on va pouvoir utiliser? Et donc là, il y a deux fléaux, l'inondation et l'incendie.
l'adduction d'eau et la lutte contre l'incendie qui sont reliées, qui sont extrêmement intéressantes. Cette carte, c'est aussi intéressante. Alors évidemment, c'est un nom pour les Parisiens que vous connaissez un peu mieux, c'est le grand ingénieur Belgrand. Donc une carte assez tardive de 1870, donc la fin du Second Empire, et là qui reprend les trois crues dont je viens de parler, enfin deux crues, 1658 et 1740, avec une crue de 1802. Et Belgrand montre, parce qu'il y a des études sur la perméabilité, l'imperméabilité des terrains, etc., en fait des études relativement pointues, il montre que les crues les plus récentes, finalement, touchent moins Paris que les crues les plus anciennes. Donc il y a eu des progrès, et il les cartographie, et donc il y a là une connaissance cumulée par l'histoire qui est intéressante. J'ose à peine aborder la crue 1910, en général pour un Parisien qui est assez connu, mais c'est vrai que là aussi, ces crues ont permis de prévoir par exemple les bassins de retenue en amont, mais si j'ai bien compris, ils sont largement insuffisants quand arrivera une très grande crue. Donc, connaissance historique. J'ajouterai aussi, alors évidemment, vous comprenez qu'en un quart d'heure, je suis obligé de prendre des exemples, sinon j'abuserai de votre patience. Les catastrophes, les fléaux, peuvent aussi avoir un intérêt quand ils se trouvent au moment de la transition. Alors, les opéras et les théâtres, les cafrons, etc., ça brûlait beaucoup au XIXe siècle. Ça brûlait parce qu'il y avait du gaz. Voilà, à cause du... Oui, non, j'y arrive. Olivier, on se calme. Où est le temps de DFGDF où je devais faire attention à tout ce que je disais. Mais là, bon, on peut y aller franchement. Donc, le gaz, c'était du gaz de ville, ce qu'on appelle le gaz, donc une flamme nue. Et vous imaginez quand les rideaux montaient, baissaient, le moindre courant d'air, tout ça prenait feu. Et donc, il y a eu d'épouvantables catastrophes, et là, vous avez l'état de l'opéra comique en 1888. Le magasin du Printemps aussi a brûlé. Alors, ce qui est intéressant, il y a un acteur dont on n'a pas parlé, mais il semble qu'il est aussi un acteur important, sont les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance, on avait assez de payer à chaque fois qu'un théâtre brûlait, ça coûtait cher, et elles ont appuyé les pouvoirs publics, elles ont même fait pression, pour dire le passage à l'électricité serait une très bonne chose. Ce qui fait que l'opéra comique reconstruit, ou le Printemps reconstruit, etc., l'ont été directement à l'électricité. Donc là, la catastrophe, ou le sinistre, comme on veut, a permis d'accélérer le passage d'une technique à l'autre dans le sens de la sécurité. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, que les catastrophes ont une utilité, mais c'est vrai que chacun de ces chocs est en général, peut avoir des éléments positifs. Je terminerai cet exposé trop court et forcément lacunaire, et donc pas si bon que ça, par au fond la mémoire. La mémoire de Pierre. Bon, évidemment, celui-là, il était inévitable. J'ai dû arriver à Paris, comme tout le monde, je ne suis pas parisien, évidemment, de naissance, vers l'âge de 5-6 ans, et j'ai appris assez vite que quand le zouave avait les pieds mouillés, ben c'était mauvais signe. Alors le problème, c'est qu'on a surélevé le zouave, et que donc il a les pieds mouillés, c'est déjà un petit peu plus grave. Donc ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est que vous avez l'ancien et le nouveau niveau, et ce qui m'intéresse aussi, c'est que l'inondation de 1658 est mentionnée, et visiblement, ça semble être la crue la plus importante. Mais ce qui est intéressant, là, c'est le côté mémoire, le côté, je veux dire, appropriation, et de même, il a été rappelé que ce slogan « Fluctuat nec mergitur » a été repris. Au mois de juin, il n'y a pas un reportage de télévision qui ne nous a pas montré le zouave, et ça fait jamais que plus d'un siècle qu'on en est là. Et donc, je veux dire, c'est quand même un élément de la mémoire qui est intéressant, même si on voit qu'il peut y avoir là des petites ambiguïtés. Je reviens à Lisbonne. Alors, pourquoi revenir à Lisbonne? Eh bien, justement, là aussi, il y a une rupture. C'était quoi une ruine avant le XVIIIe siècle? Eh bien, c'est un gisement de pierre que l'on utilise.
Pourquoi le forum est-il aussi catastrophique à voir aujourd'hui? C'est pendant des siècles, on a utilisé les pierres du forum pour construire Rome. Au milieu du XVIIIe siècle, d'un coup, la ruine prend un autre aspect. C'est une espèce de pré-romantisme. La ruine est importante, elle est émouvante, elle a du sens. Et donc, il faut la garder. Et peut-être un des premiers exemples, c'est Lisbonne. Vous pouvez toujours voir le couvent des Carmes, complètement détruit en 1755, mais l'on a conservé. Et donc, c'est une des premières initiatives, j'allais dire des temps modernes, hein, pour faire simple, mais c'est intéressant, de garder ceci en souvenir, ce qui montre l'importance de ce tremblement de terre, et puis une certaine solidité quand même de la construction. Alors, on pourrait montrer les exemples, il y en aurait bien souvent. À Berlin, on a conservé une église du souvenir, qui est un petit peu le seul, de même qu'on a conservé des morceaux du mur. Donc c'est peu de choses dans une ville qui est pratiquement une ville moderne pour des raisons évidentes, mais là encore on est dans du symbolique. Souvenons-nous de la guerre qui avait touché même les églises. Et si je reviens à Paris, c'est aussi pour montrer que cette mémoire de Pierre est une mémoire sélective. C'est une mémoire sélective dans la mesure où, je vais prendre un exemple qui est assez connu, Paris est une ville qui a, en gros, n'a pas trop souffert des guerres. 1914 n'a pas été occupé, bon, il y a eu quelques bombardements. En 1944, on a échappé au désastre. Et donc c'est une ville qui est à peu près passée au travers, sauf pour la commune de Paris, où il y a eu des combats dans Paris extrêmement féroces, et où certains communards ont mis le feu à quelques monuments. Et là, vous avez l'état de l'hôtel de ville qui a complètement brûlé en 1871, en mai 1871, et deux remarques à faire dessus. D'une part, la décision de reconstruire à l'identique. Bon, vous avez juste évidemment l'hôtel de ville dans l'œil, vous voyez à peu près ce que ça a donné, mais en même temps, il y a quelque chose qui ne reviendra pas, c'est que toute la mémoire, l'état civil de Paris a brûlé, et que Paris est une ville qui n'a plus de mémoire. Remonter, faire de la généalogie à Paris avant 1870 est possible, il y a tout un travail qui se fait par les registres paroissiaux et autres, mais c'est une ville qui a perdu sa mémoire. Donc, on parlait de résilience, il y a malgré tout des éléments qui ne reviennent pas complètement. Si je prends une ville comme Varsovie, le centre de Varsovie a été reconstruit à l'identique, mais que ce soit Varsovie, Lisbonne ou autre, il y a quelque chose qui aura disparu. Lisbonne n'a pas été repeuplée par la même population, et Varsovie manquera une partie de la population, qui est tout simplement la population juive qui a disparu. Donc, résilience des villes, à l'échelle de l'histoire, ça peut être... Il faut nuancer. Et ça sera, je crois, oui, c'est ma dernière diapo, donc ça pourrait, pour les personnes qui passeront après moi, je ne vais pas trop déborder. Pourquoi je dis mémoire sélective? Là, vous avez une vue qui est intéressante parce qu'il montre Paris en mai 71. C'est une vue, bien sûr, totalement imaginaire, mais qui montre les différents incendies. La rue de Rivoli est en train de flamber. Les combats à l'est de Paris perdurent. Il y a la Cour de justice, il y a l'hôtel des Monnaies, l'hôtel de la Légion d'honneur qui brûle. Et il y a surtout devant nous les Tuileries. Or, c'est intéressant parce que les Tuileries, j'aurais pu vous montrer des photos, on aurait pu parfaitement les reconstruire. Et on ne l'a pas fait. L'explication est simple. Le régime qui succède au Second Empire, c'est la République. Bon, c'est quoi les Tuileries? C'est la monarchie, c'est l'Empire. Il n'est pas question de mettre un centime dans le souvenir de la monarchie. L'hôtel de ville, c'est du Perron. L'hôtel de ville, c'est la ville des Parisiens, c'est la maison des Parisiens, donc on va la reconstruire. Ce qui fait que, évidemment, à la place, vous aurez cette perspective qui est finalement pas vilaine et qui ouvre sur l'axe majeur de Paris. Mais tout ça pour dire que la mémoire de Pierre est aussi la reconstruction, les ruines, c'est une sélection et qui peut être aussi parfaitement politique. Alors, en guise de conclusion, je crois que, premier point,
il est nécessaire, et les historiens, les géographes, les sociologues, etc., les archéologues, sont là aussi pour dire gardez la mémoire du risque. La vie n'est pas la ville, y compris Paris, ont traversé des épreuves. Ces épreuves n'ont pas, je veux dire, la vie n'est plus identique, mais il y a un certain nombre de ressorts qui font que ces villes continuent à se développer. Ce n'est pas le cas de toutes les villes. Il y a des villes qui ont été touchées à tout jamais par des destructions qui n'ont pas connu la croissance qu'elles pourraient avoir. Le deuxième point, je m'appuie sur un article qui était intéressant, un article de deux historiens qui ont travaillé sur les catastrophes, et qui disait qu'au fond, il y a deux façons de sensibiliser les populations. Il y a les Japonais et les Européens. Les Japonais, ils ont le sens du risque parce que tremblement de terre, tsunami, ça fait partie de leur culture. Les petits Japonais savent que faire en cas de tremblement de terre, comment se protéger du terrain. Le risque fait complètement partie de leur vie. Et l'actualité leur a montré. À l'inverse, mais ça on peut en discuter, le risque a été confié aux experts dans les pays occidentaux. Ce qui veut dire que peut-être la population en est moins sensible, et surtout quand les experts, comme aujourd'hui, sont systématiquement remis en cause, eh bien, on se trouve dans une position qui peut être difficile. Le troisième point qui est évident, c'est que la catastrophe est révélateur de l'état d'une ville, d'une nation, et de toutes ses ambiguïtés. Ce que j'avais montré tout à l'heure pour New York est évidemment intéressant. Je veux dire, le fait que une ville soit plongée dans le noir, c'est déjà arrivé dans des villes européennes, ça ne s'est pas systématiquement terminé par des pillages. Donc il y a quand même quelque chose de... donc connaître les craintes, les attentes, les paradoxes, les contradictions d'une société, bon, ben, c'est le rôle des sciences humaines dont je fais partie. Et donc une approche globale est nécessaire, y compris pour l'histoire, mais non seulement pour l'histoire longue durée, mais parfois de façon très concrète. C'est-à-dire que les archives qui nous montrent les inondations du passé, les incendies, prenons le cas de la montagne, tous les éboulements, les avalanches, etc. C'est un matériau qui n'est pas toujours facile à analyser, mais qui est tout à fait essentiel. Voilà, j'ai sans doute été trop long et à la fois trop caricatural. Merci.